Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. Un journal très féminin, vous le verrez, avec une semaine plus généralement placée sous le signe de la lutte contre les violences faites aux femmes. Lundi était lancée une nouvelle campagne de sensibilisation à travers un film. Et ce soir, deux auteurs livrent leur portrait croisé sur la question à la médiathèque, Mariam Majidi et Colombe Schneck. Cette dernière sera notre première invitée. Une échéance importante attend les footballeurs monégasques. Ils accueillent demain soir au stade Louis II la Real Sociedad et à la clé, la possibilité de conserver la tête de leur groupe et de viser plus loin en Ligue Europa. Tremblement, c'est le titre de la nouvelle exposition proposée à partir de jeudi par le NMNM, une plongée dans les collections du musée pour mettre en lumière le travail d'une vingtaine d'artistes contemporains. Un avant-goût dans ce journal avec le commissaire de l'exposition, Célia Bernasconi. Un joli geste pour célébrer un bel anniversaire. Un jacaranda a été planté aujourd'hui par le prince Albert II et les enfants princiers sur les terrasses du casino pour marquer le 100e anniversaire du Sort Optimiste International. Mais pour débuter ce journal, cette interrogation qui occupe toutes les conversations et tous les esprits, allons-nous devoir faire face à une redoutable 5e vague de Covid? Hier, nous annoncions des taux d'incidence en hausse dans toute l'Europe, y compris à Monaco, où le nombre de cas positifs était mardi soir sensiblement en hausse, mais en relativisant toutefois ces chiffres, puisque le centre de dépistage est resté fermé pendant les 3 journées du long week-end de la fête nationale. Avez-vous peur d'une 5e vague et de ses possibles conséquences? C'est la question que sont allés vous poser Christina Tomel et Orazio Gaggino. Oui, je pense qu'elle devrait arriver si les gens ne font pas plus attention et ne respectent pas plus les gestes barrières. Non, on la craint pas du tout. On sait qu'elle y est déjà, donc il n'y a pas de problème. T'es habitué maintenant aux gestes barrières peut-être. Et enfin, j'espère qu'elle sera moins forte que les précédentes surtout. On n'a pas ressenti ça à Monaco parce que c'est tout petit. Mais effectivement, 45 hospitalisations hier, pour un petit pays comme ça fait beaucoup. Non, pas du tout. Non, les gens prennent leurs précautions, ils ont les masques, il n'y a aucune raison, je pense pas. Non, on est habitué déjà. Il faut vivre un peu avec le danger, mais vivre. Une tendance donc plutôt résolument optimiste, mais teintée de prudence. Vous le savez, on ne le recommandera jamais assez. Pensez à respecter les gestes barrières. Demain jeudi sera la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Un film que nous diffusons sur l'antenne depuis lundi illustre ce triste phénomène de société. Et parmi les événements qui vont accompagner les actions de sensibilisation, il y a eu cet échange ce soir à la médiathèque qui propose pendant plusieurs semaines une programmation dédiée aux femmes. Un échange entre deux auteurs sur la condition féminine, Mariam Majidi et Colombe Schneck qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Demain jeudi sera la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous échangez ce soir avec l'auteur Mariam Majidi. La condition des femmes semble bénéficier de plus d'attention dans les médias depuis ces dernières années. Mais est-ce suffisant selon vous? Ce ne sera jamais assez suffisant. Vous savez que quand les libertés sont en danger, c'est les libertés pour les femmes qui sont les premières attaquées. Je pensais que les libertés pour les femmes, elles étaient acquises. Ma mère et ma grand-mère ont fait des études, ont travaillé. Je viens d'une famille où voilà, les femmes travaillent. Et je ne pensais pas que j'aurais, moi, dans l'arrogance de ma jeunesse, à avoir à affronter des obstacles parce que j'étais une femme. Mais aujourd'hui, il est important pour l'auteur que vous êtes, oui, nous évoquerons dans quelques instants votre dernier ouvrage, mais de s'engager et de servir en quelque sorte de vecteur, comme ce soir, pour porter la voix des femmes. Évidemment, je l'ai toujours fait, mais sans faire exprès. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, je ne pensais pas être un auteur féministe, mais je me suis rendu compte que dans tous mes livres, les uns après les autres, c'était toujours la même chose qui revenait. C'était une femme à la recherche de sa liberté, à la recherche de sa place, qui tentait de s'imposer contre les autres, contre la société, contre ce qu'elle attendait d'elle. Et vous connaissiez Mariam Majidi avec laquelle vous proposez ces regards croisés ce soir ? Il faut lire son dernier livre. Elle a été élevée dans une banlieue française, à Drancy. Elle est arrivée à Paris en Hippocagne et elle a dû affronter
ce que c'était que nos différences sociales. Cela fait écho en toile de fond à ce fameux patriarcat dont vous parliez et qui peut étouffer finalement les velléités et ambitions, même dans des milieux dits érudits, où les jeunes filles puis les femmes ont reçu une éducation poussée et suivi un cursus scolaire là réputé. Hein. Je me suis trouvée à un moment, j'avais 35-40 ans, avec mes bonnes études, mon emploi dans une grande entreprise, mes 2 enfants, je pensais que j'étais arrivée et je me suis rendu compte que j'étais prise dans un engrenage qui me dépassait, où je ne pouvais pas me sortir la tête de l'eau sans aucun moment de repos. Mais elles peuvent être aussi rapidement vilipendées, hein, les femmes cadres. Oui, bien sûr. C'est aussi un des thèmes du livre, c'est-à-dire que les bourgeois en France, c'est vraiment, c'est presque une insulte, un bourgeois, mais une bourgeoise, n'en parlons pas. Une bourgeoise, c'est une femme, c'est synonyme de radinerie, de sentiments étriqués, de frigide, enfin vraiment de trucs terribles. Et au-delà de ce message donc plutôt féministe, il y a l'histoire de ces 2 petites bourgeoises, pour reprendre le titre de votre livre. C'est finalement une belle histoire d'amitié qui dure dans le temps, mais qui rend aussi hommage à l'une des 2 disparues. Par exemple, dans ma vie, l'amitié a eu un grand rôle, un rôle aussi important, peut-être plus important, plus réussi que l'amour ou que le couple, que j'ai des amis, je pense en particulier à l'ami dont je fais le portrait dans ce livre, qui m'ont accompagnée toute ma vie, que j'ai accompagné dans une relation assez forte, fidèle, qui apporte beaucoup. Et pourtant, cette amitié, on considère que c'est un lien qui est peut-être moins important. Il y a peu de littérature sur l'amitié. On parle beaucoup de l'amour. L'amitié, il y a moins de romans, comme si ce lien était moins important. Je pense qu'il est aussi important, et même plus important dans une vie de femme comme une vie d'homme, d'ailleurs, que l'amour. Colombe Schneck, merci d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de cette halte à Monaco. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et notez-le dès à présent, la médiathèque poursuit son cycle d'événements consacrés aux femmes. Une nouvelle rencontre avec 2 écrivaines se tiendra lundi. Les 2 auteurs invités seront Carol Fives et Caroline Daines. Elles évoqueront la place des femmes dans l'art. Parmi les autres grands titres de l'actualité, il y a ce match très important qui arrive pour l'AS Monaco FC demain soir. L'affiche est belle et l'enjeu important. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir Patricia, effectivement il s'agit de la 5e journée d'Europa League et les Rouges et Blancs affronteront les 2e de Liga, la Real Sociedad. Un match très attendu par les supporters, l'enjeu est grand puisque les hommes de Niko Kovac sont pour l'heure premiers du groupe B et une victoire leur permettrait de prendre une sérieuse option sur la qualification pour les 16e de finale de la compétition. We have 2 games and we have 2 match points, so we know tomorrow is an important game, so a win means for us that what I know we will be and finish first. So this is our ambition, and also a draw. Okay, is going in our direction, but we are football players, we are competitors, and tomorrow we want to win the game. But it's an important one, but we have still 2. En match aller, les Monégasques avaient obtenu un nul à San-Sébastien. En tennis, la belle performance du Monégasque Romain Arneaudo. Effectivement, Patricia, une victoire en double qui s'est déroulée ce week-end à l'ATP Challenger de Pau. Romain Arneaudo était associé à l'Autrichien Tristan Samuel Westborn. La paire a réalisé un parcours parfait et a dominé en finale en s'imposant 6-4, 6-2. Le Monégasque confirme ses bons résultats après sa finale à l'Open de Roanne mi-novembre. Toujours dans le domaine sportif, mais caritatif cette fois, la soirée annuelle de la Fondation Cédric et Christophe Lojac approche. Oui, le rendez-vous est pris pour le lundi 29 novembre à la brasserie de Monaco à partir de 18h30. Cette soirée est l'occasion pour les membres de la Fondation de dresser un bilan de la saison passée et à venir, des athlètes qu'ils soutiennent. 2 des sportifs seront également présents pour rencontrer et échanger avec le public. Une tombola sera organisée. L'ensemble des bénéfices de cette soirée sera entièrement reversé à la Fondation qui a pour objectif, on le rappelle, de soutenir de jeunes athlètes monégasques et de la région dans la pratique de leur sport. Une belle façon de perpétuer la mémoire de Cédric et Christophe Lojac qui étaient eux-mêmes de grands sportifs. Une nouvelle exposition s'apprête à ouvrir ses portes demain à la Villa Paloma.
Tremblement regroupe le travail de 18 artistes. Leurs œuvres sont toutes issues des collections du NMNM constituées sous l'ère de l'ancien directeur Marie-Claude Beau. Émilie Rousseau, Alexandra Marangoni et Sylvain Péroumal nous en proposent un avant-goût. Il s'agit de la première exposition sous la direction de Björn Dahlström. Avec Tremblement, le directeur du NMNM voulait assurer le relais avec son prédécesseur, Marie-Claude Beau, et rendre hommage à sa politique d'acquisition. À travers celle-ci, les artistes nous appellent à une prise de conscience, à renoncer à certaines certitudes sur des questions d'actualité. Il pose les bonnes questions. Il n'apporte pas forcément de réponse, je le disais plus tôt, mais il pose des questions via leur propre langage, et qui est souvent un langage extrêmement sensible, extrêmement pénétrant, qui résonne chez certains et pas d'autres. Il y a une pluralité de voix. Justement, quand je parlais d'exposition chorale, c'est aussi de réunir diverses voix qui rendent compte de cette actualité globale. Et je pense que c'est par les artistes qu'on est le mieux touché par des questions parfois les plus prosaïques, les plus violentes, les plus essentielles. Je pense à l'identité, je pense au genre, je pense à beaucoup de questions qui sont soulevées dans cette exposition et qui sont appréhendées de manière extrêmement subtile, très personnelle et très touchante souvent. Tremblement met en valeur la sensibilité des artistes. Ici, l'œuvre de Sylvie Bochet, A More Perfect Day, inspirée du discours de Barack Obama à Philadelphie en 2008, lorsqu'il n'était pas encore président des États-Unis. Des mots à la fois forts et fragiles, prenant position sur la question extrêmement sensible des races. La puissance de ce texte, c'est qu'il essaye de parler au-delà justement des questions de race et de couleur, et qu'il essaye de construire, en tout cas qu'il rêve de quelque chose de plus apaisé. Véritable expérience esthétique contemporaine, Tremblement nous permet de réaliser l'audace et la liberté du NMNM dans ses acquisitions. C'est un vrai plaisir pour moi de faire partie de cette collection qui est quand même prestigieuse. Et surtout, c'est un musée qui prend grand soin des œuvres et de les montrer avec une dimension qui correspond aux ambitions des artistes. Donc c'est toujours un plaisir d'être là. Cette exposition est également l'occasion de redécouvrir le film d'Arthur Jafa, The White Album, primé par la Fondation Prince-Pierre, mais également distingué d'un Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2019. Et pour nous révéler les coulisses du montage de cette exposition et l'esprit qui a guidé son travail, le commissaire de Tremblement est notre deuxième invité. Bonsoir Célia Bernasconi. Bonsoir. Avant de parler vraiment de l'exposition, j'aimerais que l'on évoque ce rôle de commissaire que vous endossez une nouvelle fois. Comment entrevoyez-vous cette mission qui vous est confiée ? Écoutez, le rôle de commissaire, on est là pour proposer des choix. Dans cette exposition-là, c'est assez particulier parce que j'ai un peu un rôle double casquette. Je suis conservateur du musée, c'est-à-dire que je m'occupe de la collection, de gérer la collection existante, de proposer avec de nombreuses personnes des acquisitions pour la collection du musée. Et c'est vrai que là, je suis commissaire de cette exposition, donc il s'agit de proposer des choix parmi les œuvres de la collection, ce que l'on fait finalement assez rarement. Il y a eu il y a quelques années une exposition qui s'intitulait « Construire une collection » en 2015. Et là, c'est un peu la suite. L'idée de cette exposition, c'est vraiment de montrer les dernières œuvres acquises pendant ces 10 dernières années, en tout cas une sélection. En préambule de la présentation de cette exposition, vous empruntez les jolis mots de l'auteur martiniquais Édouard Glissant pour définir ce qui fait le titre de cette exposition, les tremblements. Ces tremblements-là n'évoquent pas la peur. C'est vrai que j'ai trouvé cette idée très belle pour réunir les œuvres de l'exposition, c'est-à-dire d'essayer de convoquer à la Villa Paloma une multitude de voix qui expriment ce tremblement du monde, ce tremblement physique, ce tremblement géologique, ce tremblement spirituel, traduisant un peu finalement ce que l'on vit au quotidien. Mais aujourd'hui, Célia Bernasconi, comment constitue-t-on des collections? Racontez-nous les coulisses du marché de l'art. Il y a plusieurs modes d'acquisition.
Il peut y avoir un cas de figure où, par exemple, nous produisons une exposition avec un artiste que l'on invite à Monaco. Nous allons travailler avec lui sur un projet, ou avec lui ou avec elle. Et à l'issue de ce projet, à l'issue de l'exposition, nous proposons à notre comité d'acquérir certaines œuvres. Ce que l'on fait par exemple récemment avec l'artiste Shimabuku, qui était le dernier artiste invité ici à la Villa Paloma, ce qui est arrivé, je ne vais pas dire à l'occasion de toutes les expositions, mais très souvent. Et à partir de demain et jusqu'au mois de mai, quelles seront alors les œuvres présentées ? Il faut dire qu'il y a 17 artistes qui sont réunis dans l'exposition, dont 9 femmes, 12 nationalités représentées. Et c'est difficile de constituer une scénographie et de trouver un fil rouge lorsque l'on a autant d'influences différentes à présenter. C'est pour cela que moi j'ai proposé d'adopter cette pensée du tremblement et la figure d'Édouard Glissant, qui est un penseur immense, qui a pensé beaucoup de domaines, mais notamment qui a pensé le musée du XXIe siècle, comme un endroit où des lieux du monde peuvent être mis en contact avec d'autres lieux du monde. Et cette pensée m'a énormément inspirée pour l'exposition. C'est-à-dire que le musée, c'est le lieu d'une expérience esthétique, finalement une expérience qui peut être très forte, qui peut mettre le visiteur en doute ou en danger, mais en tout cas qui va permettre une rencontre avec une sensibilité, la sensibilité d'un artiste. Et c'est finalement cette question de la pensée du tremblement qui constitue le fil rouge entre toutes ces différentes visions, entre tous ces différents artistes, ces différentes nationalités et les différents sujets aussi qui sont abordés à travers l'exposition. Célia Bernasconi, merci pour cette présentation de l'exposition Tremblement qui ouvre ses portes ce jeudi. Merci beaucoup. Alexandra Pagny est de retour pour les autres informations du jour et notamment l'actualité internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique présentait son 65e rapport à l'Assemblée générale des Nations unies. À cette occasion, le premier secrétaire à la mission permanente de Monaco auprès des Nations unies, Jean-Laurent Imbert, a pris la parole à la tribune pour rappeler le rôle des applications nucléaires et leur contribution à la mise en œuvre des objectifs de développement durable et à la lutte contre le changement climatique. Il a également souligné l'importance de la coopération fournie par l'AIEA pour faire face aux nouvelles menaces, notamment en matière de cybersécurité, et a réaffirmé le soutien de la principauté aux travaux de l'agence dans les domaines de l'environnement et de la santé. Revenons sur le palmarès des grandes médailles Albert Ier. Les prix 2020 et 2021 étaient remis à la Maison des Océans. À cette occasion, l'Institut océanographique décerne également un prix de thèse qui comprend une aide de 3 000 € aux nouvelles générations de chercheurs. Le prix de thèse 2020 a donc été attribué au docteur Eva Mer pour ses recherches sur les interactions entre les récifs coralliens et les hommes, en utilisant à la fois des approches écologiques et socio-écologiques, et qui portent notamment sur le rôle du poisson dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Quant au prix 2021, il revient au docteur Lia Siegelman pour son étude sur la dynamique atmosphérique polaire des planètes gazeuses géantes et ses similitudes avec l'océan et l'atmosphère terrestre. Une nouveauté sur Monaco Info tous les dimanches matins. Dorénavant, tous les dimanches à 10h30, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la messe donnée dans différentes églises de la Principauté. Ce nouveau programme est le fruit d'une collaboration avec le diocèse de Monaco. Le programme de l'édition 2021 du Téléthon à Monaco vient d'être dévoilé. Oui, une édition qui sera exceptionnellement accueillie au sein du Grimaldi Forum les 4 et 5 décembre. Comme chaque année, une douzaine de stands sera présent, les ateliers de Noël, MC Click qui proposera des courses de voitures télécommandées ou l'artiste Mr. Wanties qui vous initiera au street art. Des animations se dérouleront également tout le week-end, pole dance, dance country, zumba, des concerts et la tant attendue grande échelle des pompiers. Un skatepark installé par l'Étoile de Menton sera également présent. Vous pouvez retrouver l'ensemble du programme sur la page Facebook Téléthon Monaco. Retour sur les ateliers dédiés aux enfants ce mercredi après-midi dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.
En début d'après-midi, les enfants et leurs parents ont pu participer à une grande chasse au trésor verte dans les rues de la Principauté. Un parcours d'environ 1 heure au départ du Fort Antoine à Monacoville. Les participants devaient résoudre des énigmes et réaliser des défis pour accéder au trésor, puis se retrouver à la place d'armes pour récupérer leur lot. En milieu d'après-midi, c'est à la salle à fabrique du parc Princesse Antoinette que les enfants de 6 à 12 ans ont pu participer à un atelier Ma journée zéro déchet. Au programme, customiser un ancien t-shirt pour lui donner une seconde vie et fabriquer son propre savon liquide. Et puis pour ceux qui souhaitent s'impliquer toujours plus dans la protection de l'environnement et dans cette semaine de réduction des déchets, eh bien sachez qu'un atelier compost se déroulera samedi à la salle à Fabrica. Un nouvel arbre trône fièrement sur les terrasses du casino. Il s'agit d'un jacaranda d'Afrique du Sud. Il a été planté à l'occasion des 100 ans du Soroptimiste international. Le prince Albert II ainsi que le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella étaient présents pour apporter leur soutien à ce club qui défend les droits des femmes et des enfants dans le monde entier. Julia Vial et Alexandra Marangoni ont assisté à cette plantation symbolique. Afin de célébrer le centenaire de la création du Soroptimiste international, la Fédération européenne a demandé à chacun de ses clubs de planter un arbre. En Principauté, c'est le jacaranda d'Afrique du Sud qui a été choisi. Ce majestueux aux couleurs pourpres lors de sa floraison n'est d'ailleurs pas là par hasard. Vous l'avez compris, c'est en l'honneur de notre princesse, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène. Donc c'est un arbre qui a un pourpier magnifique, qui s'épanouit dans de très belles couleurs mauves. Et nous sommes donc très heureux parce que grâce à la direction de l'aménagement urbain, nous avons pu avoir ce magnifique arbre. Les Soroptimistes constituent un réseau international puissant, comptant 75 000 femmes qui défendent les droits des femmes et des filles dans le monde entier. À Monaco, le club a été créé le 4 novembre 1978 et il a porté depuis de nombreuses actions avec le soutien du prince Albert II. Il était d'ailleurs présent avec ses enfants. Ils ont ainsi pu apporter leur pierre à l'édifice en amenant la terre nécessaire à la pousse du jeune jacaranda. Le tout dans une ambiance conviviale. Il a d'ailleurs été présent pour les 40 ans. Il a été aussi également présent il y a une vingtaine d'années à Aurillac. C'est assez lointain, mais il a été aussi présent un week-end d'ailleurs là-bas pour le Soroptimiste. Donc on a beaucoup de chance avec Monseigneur parce que il est souvent présent quand on lui demande. Voilà. Les jardiniers des terrasses du casino nous ont eux confié que le climat monégasque était parfait pour la floraison de printemps des jacarandas. Ces arbres transforment alors les villes qui l'accueillent en une gigantesque marée mauve. Pour l'entretenir, il faudra lui tailler les branches dans l'année et surtout lui assurer un bon maintien pour qu'il ne se fasse pas surprendre par le vent venu le saluer depuis la Méditerranée. Ce journal touche à sa fin. Nous allons découvrir les couleurs du temps pour demain jeudi. Aujourd'hui, tout avait bien débuté, mais le ciel s'est couvert dans la journée. Qu'en sera-t-il demain, Alexandra ? Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles, Patricia. Les nuages s'installent dans le ciel monégasque et amèneront même un peu de pluie dans la matinée. Les températures sont sensiblement les mêmes que la veille, avec 7 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi. Et l'on souhaitera une bonne fête à toutes les Catherines en ce 25 novembre. Merci Alexandra. Demain, vous retrouverez le duo Fabien Bonilla-Julia Vial pour un nouveau journal à 19h. Et pour nous quitter, la série de photos du jour. Stéphane Dana a assisté à l'entraînement de l'ASM-FC qui s'apprête à affronter jeudi soir la Real Sociedad à domicile avec en ligne de mire une qualification pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Très belle et douce soirée à vous.